Bienvenue à tous. Bienvenue de nouveau dans l'émission. C'est votre hôte, Danny Aifong. Comme vous pouvez le voir, je suis accompagné du journaliste indépendant et correspondant de guerre, Elijah Magnier. Merci beaucoup d'être avec moi, Elijah. Nous avons beaucoup de choses à aborder, car les États-Unis et Israël ont commencé leur guerre cinétique, leur guerre totale contre l'Iran. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. E plaisir ver answer. Oui, tout le monde. Appuyez sur le bouton j'aime. Cela aide à promouvoir le direct, alors que nous entamons cette émission cruciale. Alors, Elijah, d'abord ton évaluation générale. Je crois qu'Israël appelle cela lion rugissant, leur opération. Les États-Unis, eux, parlent d'opération Fureur épique. Ils ont mené d'importantes frappes aériennes en Iran, visant des infrastructures civiles. Nous avons vu plus de 40 enfants, je crois, dans une école bombardée par Israël. Et nous savons que les États-Unis envoyaient des Tomahawks à travers l'espace aérien irakien. On pourrait continuer encore longtemps. L'Iran a maintenant riposté également. Alors, commençons par ton évaluation, avant de passer à quoi que ce soit d'autre. Ton évaluation de ce qui s'est passé ici et de la situation actuelle. Merci de m'avoir invité. Eh bien, tout d'abord, permettez-moi de dire que ce n'est en réalité pas une guerre israélienne, car les Israéliens ne sont pas partis en guerre seuls. Lorsqu'ils l'ont fait en juin 2025, ils ont échoué et ont demandé au président Donald Trump un soutien pour mettre fin à la guerre. Et ce n'est pas non plus de la fureur du côté américain, car il s'agit d'une guerre menée au nom d'Israël. En réalité, elle vise à imposer Israël, ou plutôt à tenter d'imposer Israël, comme la seule puissance au Moyen-Orient capable d'intimider, de dominer ou d'imposer sa volonté à tous les pays de la région. C'est la théorie de Benjamin Netanyahou. Il a dit « Je n'ai pas vraiment besoin de m'embêter à demander aux Arabes de signer un accord. Une fois l'Iran éliminé, tout le monde viendra frapper à ma porte. » Voilà de quoi il s'agit. C'est une guerre visant à paralyser l'économie et les infrastructures militaires de l'Iran afin de provoquer la chute du régime en place. Et si je dis cela, c'est parce que les deux dirigeants, Benjamin Netanyahou et Donald Trump, ont déclaré ce matin que l'objectif de cette guerre, comme je l'appelle, est de changer le régime en Iran. Maintenant, Benjamin Netanyahou a été un peu plus prudent que Donald Trump. Il a dit qu'il voulait créer les conditions pour un changement de régime. D'après mon expérience, ayant couvert différentes guerres au Moyen-Orient, cela me rappelle les années 1990, la guerre contre l'Irak. Lorsque les bombardements sur l'Irak et les sanctions imposées à Saddam Hussein, ainsi que le programme Pétrole contre nourriture, ont conduit à la chute de son régime après quelques années, lorsque l'économie du pays était complètement paralysée. En gros, ce que nous avons vu aujourd'hui, ce sont deux opérations. Les Israéliens ont mené une attaque ciblée pour éliminer les dirigeants. Benjamin Netanyahou aime le côté théâtral de toute guerre, et Donald Trump a choisi l'objectif d'une position militaire, une cible militaire. Donc d'un côté, vous avez les Israéliens qui tuent des dirigeants politiques et militaires. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit en juin 2025, car Israël nous a dit qu'ils étaient partis pour tuer le ministre des Affaires étrangères, le président, le dirigeant iranien, tous les plus hauts commandants, comme ils avaient tenté de le faire en juin 2025, lorsqu'ils avaient tué des commandants militaires de haut rang. Et maintenant, ils éliminent la direction politique. Par conséquent, c'est complètement différent. Et nous voyons comment les Israéliens agissent. Nous imaginons que dans les jours à venir, la guerre va devenir bien plus brutale et que les Américains et les Israéliens
vont s'en prendre aux infrastructures. L'énergie, l'électricité, le gaz, le pétrole, les ports, les transports, les systèmes de communication, tout ce qui permet à un pays de fonctionner. Ils veulent s'assurer que l'Iran ne puisse jamais se relever, surtout avec les sanctions imposées en parallèle. Il serait extrêmement difficile pour l'Iran de se rétablir rapidement, et ils veulent créer le scénario idéal pour que le peuple iranien se dresse contre le système en place et tente de le changer de l'intérieur, après que les Américains et les Israéliens auront mis en place les conditions poussant la population à se retourner contre son gouvernement, parce que le pays ne sera plus en mesure de subvenir à ses besoins essentiels. Oui, c'est un excellent point, Elijah. Maintenant, nous avons ici quelques tentatives infructueuses. Les frappes aériennes israéliennes que vous avez mentionnées n'ont pas réussi à assassiner l'ayatollah Ali Khamenei, et il en va de même pour le président iranien, Massoud Pezeshkian. Bien sûr, ce n'est que le premier jour des frappes, et je suis sûr qu'il y en aura beaucoup d'autres, comme vous l'avez dit. Mais je voulais vous demander, que s'est-il passé, Elijah? Qu'ont frappé en premier les États-Unis et Israël? Voyons cela avant de parler de la riposte iranienne, qui a également été assez rapide. Donc d'abord, qu'ont touché les États-Unis et Israël jusqu'à présent? Et est-ce que cela correspond à ce que vous pensez qu'il va se passer dans les prochains jours? Eh bien, au tout début, la procédure normale consiste à frapper tous les systèmes de défense afin que les avions de chasse puissent avoir un contrôle total de l'espace aérien iranien. Pour cela, les Israéliens et les Américains doivent détruire toute menace potentielle pour leurs avions afin qu'ils puissent opérer n'importe où en Iran, car l'Iran, au bout du compte, couvre 1 640 000 km². C'est immense, presque comme un continent. Et ils ont 4 saisons, ce qui signifie que les forces iraniennes sont réparties entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Nous avons vu aujourd'hui certaines de ces frappes dans différentes régions du pays. Il y a eu des frappes au Sistan et Baloutchistan, à la frontière pakistano-afghane, donc dans le sud-est. Et puis, nous avons également vu des frappes dans le nord-ouest, au Kurdistan, au centre, autour de Téhéran, Ispahan et Karaj, ainsi que dans de nombreuses autres villes, dont certaines sont connues pour abriter des éléments du programme de missiles militaires. C'est ce que Donald Trump avait déclaré vouloir détruire, le programme de missiles iranien. Après la guerre de juin 2025, les Iraniens ont compris qu'ils ne pouvaient pas conserver leurs missiles sur des camions et les déplacer en raison de la capacité des Israéliens et des Américains à dominer le ciel. Ils se sont donc tournés vers des silos souterrains à partir desquels ils peuvent lancer des missiles depuis différentes régions du pays. Cela rend la tâche beaucoup plus difficile pour les Israéliens et les Américains, même avec un contrôle total du ciel au-dessus de l'Iran, d'empêcher le lancement de ces missiles. Je pense que les deux camps, les Israéliens et les Américains, comprennent qu'il est impossible de détruire entièrement le programme de missiles iranien. Ils vont donc essayer d'en détruire le plus possible, partout où ils disposent d'informations, partout où ils détectent un lancement de missiles. Car avec les satellites d'aujourd'hui, il est très facile d'identifier les sites de lancement. Néanmoins, l'Iran possède des milliers de missiles balistiques. Ce que nous avons vu du côté iranien aujourd'hui est intéressant. Nous pourrons en parler séparément, mais oui, vous avez fait quelques remarques. L'objectif des Israéliens et des Américains maintenant est d'essayer de tuer le ministre de la Défense, le chef des gardiens de la révolution islamique et les commandants dans les centres de commandement et de contrôle, ce qu'ils ont manifestement échoué à faire, à en juger par la réaction iranienne. Nous y reviendrons. Et ensuite, ils frapperaient les radars. Ils détruiraient la marine pour s'assurer qu'elle ne représente pas une menace pour leur porte-avions.
Pour cela, ils doivent également détruire les missiles sol-sol capables d'atteindre ces porte-avions. Et là, on parle de centaines de kilomètres. S'il s'agit de missiles sol-sol et balistiques, on parle de portées allant de 1700 à 2000 kilomètres. Ce n'est donc pas une bataille facile. C'est pourquoi Benjamin Netanyahou, ayant tiré les leçons des erreurs commises à Gaza et au Liban, n'a pas placé la barre très haut, contrairement à Donald Trump, et a déclaré qu'il fallait créer les conditions, car il sait que cela pourrait ne pas réussir aujourd'hui. Mais pour Netanyahou, puisque nous parlons de lui, c'est une guerre personnelle. Il ne s'agit pas seulement de la destruction de l'Iran et de son contrôle, mais aussi de dissimuler son échec du 7 octobre. C'est la seule façon pour lui de s'en sortir face à la société israélienne et de dire « Hé, regardez, j'ai échoué le 7 octobre, mais maintenant, j'ai réussi avec l'Iran. » Parce que jusqu'à présent, bien qu'il ait détruit Gaza et affaibli le Hezbollah, il n'a pas réussi à détruire le Hamas. Il parle encore de désarmer le Hamas ou de détruire le Hezbollah, car aucun des deux n'a levé le drapeau blanc, et tous deux continuent de renforcer leurs forces. Eh bien, alors, tu sais, on pourra bien sûr revenir sur tout cela, Elijah. Mais passons maintenant à cette riposte iranienne, parce que, je vois des rapports indiquant que les analystes militaires américains ont été un peu surpris par la rapidité avec laquelle l'Iran a pu réagir. En fait, je crois que pendant la guerre de 12 jours, il avait fallu environ 18 heures à l'Iran pour se réorganiser après l'attaque surprise d'Israël, avec l'aide des États-Unis, bien sûr. Cette fois-ci, pas vraiment. Une opération a été lancée très rapidement. Elle s'appelle, je vais sans doute écorcher le nom, Qatal al-Tufan, ce qui signifie la plongée dans la tempête ou le déluge. Donc, quand je dis la mettre dans le déluge, je fais référence au déluge d'Al-Aqsa qui a commencé le 7 octobre 2023. Je vais simplement passer quelques vidéos, je les laisserai en sourdine, juste quelques-unes pendant que tu parles. Par exemple, on peut voir Bahreïn être touché. Celle-ci provient en fait d'un membre du personnel américain qui panique pas mal parce qu'il voit, laisse-moi monter un peu le volume, il voit ce qui se passe dehors, par la fenêtre, à Bahreïn, où il peut réellement voir des missiles tomber sur la base. Ensuite, nous avons aussi une autre image du même secteur, je crois. La base là-bas s'appelle Elijah, la 5e flotte, je crois. C'est bien ça? C'est là que nous voyons des rapports faisant état de frappes iraniennes. Voici, je crois, Al-Udeid au Qatar. Nous voyons des colonnes de fumée s'élever. Tout cela se produit dans un laps de temps très court, après les frappes d'Israël et des États-Unis. Et voici ensuite Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, qui subit également des représailles iraniennes. Alors, oui, peut-être peux-tu nous dire, Elijah, ce que tu as pu évaluer concernant la réaction de l'Iran à ces frappes, à quelle vitesse elle s'est produite, et si les rapports disant que cela a pris les États-Unis par surprise sont vrais, et peut-être Israël aussi. Eh bien, tout d'abord, permettez-moi de clarifier un point. La nuit dernière, les Iraniens et leurs alliés savaient que le bombardement aurait lieu aujourd'hui et que la guerre arrivait. Donc ce n'était pas une surprise. Cependant, il est très facile de dire cela lorsqu'il est impossible de le prouver. Néanmoins, en juin 2025, les Iraniens ont été pris par surprise. Pendant les négociations, les Américains ont donné leur feu vert aux Israéliens pour déclencher la guerre, et les Israéliens ont réussi à éliminer la plupart des principaux dirigeants. Dans cette situation, il était alors important pour le grand ayatollah, Seyed Ali Khamenei, de renommer et de nommer un nouveau dirigeant. Ils ont désormais compris le mécanisme. Et c'est pourquoi cela a pris beaucoup de temps.
De plus, de nombreux centres de commandement et de contrôle ont été détruits en juin 2025, dès la première heure de l'attaque. Cette fois, la situation est différente, car nous observons plusieurs points dans la riposte iranienne. Tout d'abord, il est nécessaire d'évaluer ce que les forces attaquantes visent. Car nous avons vu l'Iran cibler les Israéliens de la même manière. Ainsi, si Israël ne vise que des objectifs strictement militaires, alors les Iraniens vont cibler exactement le même type de site. Un centre de recherche, une base militaire, un centre des gardiens de la Révolution. De l'autre côté, ils visent les forces d'élite, les centres d'élite israéliens, et ainsi de suite. Ils créent donc réellement un équilibre, et pour cela, ils ont besoin d'une évaluation initiale. En juin 2025, la plupart des dirigeants, en particulier le commandant des missiles, ont été tués lors de la première attaque. Ce qu'a fait l'Iran est exactement ce que font ses alliés, comme le Hezbollah. Il n'y a donc pas un seul commandant qui contrôle toute l'unité. À la place, plusieurs sous-commandants peuvent remplacer le commandant et son adjoint. Il y a au moins 4 personnes à chaque poste qui ne se trouvent pas au même endroit, mais possèdent les mêmes connaissances, les mêmes informations et les mêmes instructions. Quoi viser et quand, selon les capacités de chaque unité. C'est pourquoi nous avons observé une réaction aussi rapide de la part des Iraniens, lançant des missiles depuis différents endroits. Mais un autre point que nous avons remarqué, depuis ce matin jusqu'à il y a une heure à peine, est que l'Iran utilise des types de missiles plus anciens. Comment le savons-nous? Parce que le missile mettait auparavant entre 10 et 12 minutes pour atteindre ses cibles en Israël. Cependant, lors du dernier tir, alors que les Israéliens avertissaient la population de se réfugier dans les abris, les missiles étaient déjà au-dessus d'Israël. Cela signifie que nous voyons désormais un type spécifique de missile balistique qui atteint Israël en environ 5 à 6 minutes. Les Iraniens mélangent donc quelques nouveaux missiles avec les anciens, montrant qu'ils ont un contrôle total et qu'ils cherchent à submerger les systèmes d'interception israéliens et américains, ainsi que ceux de leurs alliés, y compris les Britanniques, afin qu'ils ne puissent pas intercepter tous les missiles. Mais nous avons également vu l'Iran lancer, je ne dirais pas des missiles primitifs, mais anciens, contre des pays du Golfe et des bases militaires américaines, au Qatar, à Al-Udeid et aux Émirats, en particulier les Émirats en raison de leurs relations très étroites avec Israël, ainsi qu'au Koweït, à Bahreïn et en Jordanie, mais pas à Oman. Nous avons aussi observé des frappes à Erbil, au Kurdistan. Les Iraniens veillent à ce que le message passe. Un message politique destiné au peuple américain et aux responsables politiques pour les retourner contre Donald Trump et dire « Regardez, les Iraniens ripostent. Ils avaient promis de bombarder le Kurdistan, même s'il avait été évacué. » Et ils ont tenu leur promesse, tout comme ils l'avaient fait en 2020 lorsque les Israéliens ont tué le général Qassem Soleimani. En janvier 2020, en Irak, les Iraniens ont bombardé la base aérienne américaine d'Al-Assad. Puis à nouveau, ils ont frappé en juin 2025, après que les Américains ont bombardé le site nucléaire iranien, et l'Iran a riposté contre la base américaine d'Al-Udeid au Qatar. Nous voyons donc maintenant la première action des Iraniens, disant « Voilà ce que je vais faire ». Tous les pays du Moyen-Orient seront impliqués. Pour l'instant, nous ne parlons que des bases américaines. Les Iraniens n'ont pas encore commencé avec la navigation ou les blocus maritimes. Du moins, pas encore. Par conséquent, c'est une carte que l'Iran montre être tout à fait capable d'utiliser, en portant atteinte à l'économie mondiale. C'est aussi une invitation adressée à tous les pays arabes pour qu'ils fassent pression sur Donald Trump afin qu'il mette fin à la guerre,
car ils savent ce qui les attend si ce conflit dure des semaines ou des mois. Donald Trump dispose de 60, plus 30, 90 jours pour agir sans l'approbation du Congrès. Je ne pense pas que ça puisse durer 90 jours. Je pense que si les Américains veulent bombarder pendant 4 jours à une semaine, ils devront vraiment mobiliser toute leur puissance pour paralyser l'économie iranienne et infliger de réels dommages économiques à l'Iran, sans pour autant renverser le système en place. Mais pour cela, les Iraniens bombarderont également les ressources énergétiques du Golfe qu'ils connaissent bien, des ressources dont dépendent les Américains, les Européens et le reste du monde. Ils le feront pour s'assurer que tout le monde paye le prix, pas seulement l'Iran. Et si je dis cela, c'est parce que les Américains et les Israéliens ont dit à l'Iran que leur objectif était de détruire le système dirigeant actuel. En d'autres termes, ils disent aux Iraniens « Nous allons vous tuer et vous détruire ». C'est pourquoi les Iraniens se retrouvent aujourd'hui dos au mur, et la seule option qu'ils ont est de se battre de toute leur force. Oui, oui. Et je suis sûr que tu te souviens, Elijah, que le chef d'état-major interarmé des États-Unis, le général Mark Milley, comme il se présente lui-même, a dit à Donald Trump, selon les rapports, qu'une fois que cette affaire commencerait, il n'était pas clair où elle se terminerait, en raison des limites américaines ainsi que des capacités iraniennes inconnues. Et maintenant, je pense que ce que nous voyons, et il semble bien que ce soit le cas, c'est que l'Iran a réagi si rapidement que c'est évident. Je me demande si tu pourrais commenter cela. On pensait que le système de missiles iranien était en réalité fortement épuisé. Et tu me dis que l'Iran ne fait en fait que commencer avec des missiles plus anciens, ce qui signifie qu'il y en a probablement de plus avancés qui n'ont pas encore été utilisés. Alors peut-être pourrais-tu commenter cela. Eh bien, d'après ce que je sais du comportement de l'Iran, c'est que l'Iran ne joue jamais toutes ses cartes en même temps. Il fait preuve de beaucoup de patience. C'est pourquoi il est important de comprendre comment fonctionne le système de missiles d'interception. Un seul missile ne peut pas forcément en abattre un autre. Le système d'interception peut devoir en tirer 3 ou 4, et il n'est pas parfait. Les Israéliens l'ont d'ailleurs reconnu aujourd'hui, car nous avons vu de nombreux missiles tomber sur Israël et exploser. Et ils ont invité les habitants à se mettre à l'abri, admettant que le système d'interception n'est pas parfait. Ainsi, lorsque les Iraniens lancent d'anciens systèmes de missiles et parviennent à en faire passer 2 ou 3, ces quelques missiles suffisent à infliger de sérieux dégâts à leurs cibles et à échapper au système d'interception. Le système d'interception ne peut pas arrêter les missiles balistiques iraniens modernes, et nous en avons eu la preuve en juin 2025. Nous avons également constaté l'ampleur des destructions que ces missiles peuvent provoquer, ainsi que les limites de l'approvisionnement d'Israël en missiles d'interception, même si les Américains se sont assurés de répondre à tous les besoins d'Israël et ont installé des systèmes supplémentaires en Grèce et à Chypre. Ils disposent de porte-avions en mer et de chasseurs dans les airs pour intercepter les missiles entrants. Mais pas dans les zones où ils s'écrasent, car cela mettrait également en danger les avions alliés en vol. Ce n'est donc pas une guerre que les Américains et les Israéliens peuvent soutenir très longtemps, car ils n'en ont tout simplement pas les moyens. En revanche, pour l'Iran, Téhéran doit envisager ce conflit comme s'il devait durer plusieurs mois. Il ne peut pas utiliser toute sa puissance dès la première semaine, puis dire « Très bien, maintenant je n'ai plus rien pour riposter, et les Américains peuvent continuer à me bombarder avec les Israéliens ». Pour les Iraniens, il est important de lancer entre 100 et 200 missiles le premier jour. Ce sont les anciens systèmes de missiles, puis d'en tirer entre 15 et 20 par jour par la suite.
pas davantage. Ce sont les missiles modernes capables de frapper ces 15 à 20 cibles et d'infliger de réels dégâts. En Iran, ils comprennent que chaque missile qui tombe sur Israël, ceux qui vont crier ne seront pas les citoyens israéliens, mais les Américains, car c'est là que l'impact se fera sentir, à Washington plus qu'à Tel Aviv. Cependant, cela ne signifie pas que les Américains s'en tireront indemnes. Leur image a déjà été ternie, car l'Iran est le premier pays dans la guerre moderne à attaquer simultanément autant de bases américaines et à défier le pays le plus puissant du monde, prêt à riposter et à continuer sans se montrer inflexible. C'est quelque chose que Donald Trump a apporté à l'Amérique. Cela ébranle son image, même si cela touche l'Iran. L'Iran n'a pas besoin de gagner. L'Iran n'a pas besoin de perdre. Il lui suffit de continuer à riposter. Cela, pour l'Iran, est une victoire. Oui, enfin, c'est ce que je me disais en parcourant tout ça. Je vais en sortir d'autres. Toutes les images de la riposte de l'Iran. Vous savez, certains vont peut-être se moquer et dire « Oh, tu m'entends? Allô, allô? Elijah, tu m'entends? » Je crois que... Bon, voyons. Je ne sais pas pourquoi on l'a perdu. Peut-être qu'il pourra revenir. Attends, je ne sais pas ce qui se passe. Mais essaye peut-être d'aller dans tes paramètres. Essaye de recharger, d'actualiser. Vérifie le chat privé. Vois si ça marche. D'accord, peut-être actualise. Attends, va sur quoi? Tu as ton... D'accord, actualise. Peux-tu vérifier sur ton téléphone? Actualise. Et je te ferai revenir. D'accord, je te ferai revenir. Très bien. Donc Elijah va revenir, parce que j'allais justement lui poser cette question. En regardant la riposte de l'Iran, je me disais que l'Iran est en train de marquer l'histoire. Et voici Elijah maintenant. Voyons s'il peut m'entendre cette fois. Tu m'entends maintenant, Elijah? Oui, je peux. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais je voulais te demander, compte tenu de tout ce que tu as dit, alors que je passais en revue toutes les images et les rapports sur la riposte de l'Iran, je me disais à quel point c'est historique. On peut regarder en arrière à toutes les guerres que les États-Unis ont menées par le passé. On dit souvent, même dans cette émission, que les États-Unis ont perdu beaucoup de guerres. Cependant, les États-Unis n'ont jamais été frappés en retour avec ce type de technologie, avec ce genre d'armement aussi rapidement en réponse à leur propre attaque. Je ne pense pas que ça soit jamais arrivé dans leur histoire. Je veux dire, le Vietnam, l'Afghanistan, on pourrait continuer encore et encore toutes les guerres que les États-Unis ont perdues. Cette fois-ci, cependant, les États-Unis doivent faire face à leurs bases, de Bahreïn au Koweït, et selon les rapports, jusqu'à l'Arabie saoudite, qui sont frappés encore et encore. Et puis, Elijah, je vais simplement afficher ceci. Nous n'avons même pas encore abordé la possibilité que cela devienne un problème pour les États-Unis en ce qui concerne... Laissez-moi le retrouver. Voilà les moyens navals. Elijah, il y a eu des rapports selon lesquels l'Iran aurait déjà envoyé des drones en direction de l'USS Abraham Lincoln. Et maintenant, des informations de dernière minute indiquent qu'ils auraient frappé un navire de soutien au combat avec des missiles. Nous savons que l'USS Gerald Ford soutient actuellement Israël et qu'il rencontre ses propres difficultés internes. Alors, une réaction à cela? Parce que tous ces événements sont encore en cours. Oui, nous allons voir beaucoup de drones et d'autres missiles, y compris des missiles Tomahawk, utilisés dans cette guerre, pas seulement des avions de chasse ou des missiles balistiques, car il est important pour les deux camps de continuer à s'affronter afin de s'assurer que les systèmes de défense soient exposés ou submergés. Pour cette raison, nous savons que les porte-avions américains ne changent pas vraiment la donne dans cette guerre, car les Américains et les Israéliens doivent envoyer au moins 30 à 50 avions bombardant simultanément. Ils ont également besoin de beaucoup plus d'escortes et de ravitaillement en vol.
Il va donc y avoir une forte pression sur les Américains et les Israéliens pour mener cette guerre efficacement. Le facteur temps sera crucial pour déterminer combien de temps ils pourront la soutenir. S'ils veulent s'engager dans une guerre longue, ce dont je doute que Donald Trump puisse supporter, et qu'Israël certainement ne peut pas, alors dans une guerre longue, ils pourraient perdre ce qu'ils ont gagné le premier jour. Mais s'ils veulent une guerre courte, le résultat ne sera pas atteint. Dans toute guerre, on ne regarde pas seulement ce qui a été détruit, on regarde si les objectifs ont été atteints. Si les Israéliens et les Américains atteignent leurs objectifs, très bien. S'ils échouent, alors cette guerre n'est pas une victoire pour eux, même s'ils se coordonnent à cette échelle pour la première fois. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils se coordonnent. À chaque guerre commencée par les Israéliens, les Américains étaient présents. Même à Gaza, les Israéliens n'ont pas pu le faire seuls. Au début, Joe Biden a envoyé 2000 soldats des forces Delta en Israël, ainsi que des avions cargo et un soutien de la marine pour aider les Israéliens à intercepter les missiles. Tout le soutien qu'Israël pouvait obtenir. Israël ne peut pas mener une guerre seule. À cause de cela, ce sera soit un échec pour Israël et les Américains, soit ils réussiront ensemble à changer le système de gouvernement en Iran. Mais cela ne se fera pas du jour au lendemain, et certainement pas pendant cette guerre, car les émeutes et les manifestations ont déjà eu lieu à la fin décembre et au début janvier, et elles ont été maîtrisées par les autorités iraniennes. Par conséquent, nous ne pouvons pas penser que les Israéliens et les Américains bénéficieront d'un soutien local, mais il y aura inévitablement des personnes mécontentes de la situation économique dans laquelle elles se retrouveront. Je me souviens de la guerre Iran-Irak que j'ai couverte sur le terrain à l'époque où Hashemi Rafsanjani était président. Il a perdu à la fin de la guerre, car il y a toujours des conséquences après un conflit. Des conséquences économiques contre lesquelles les gens se dressent et qu'ils veulent changer. Alors, comment souhaitent-ils ce changement? Veulent-ils changer tout le système au pouvoir ou simplement les personnes pour lesquelles ils ont voté? Et même, cela n'est pas confirmé. En somme, les Israéliens et les Américains ne se dirigent vers rien de confirmé ni de concret qu'ils puissent accomplir dans cette guerre. Si ce n'est de disposer d'une puissance militaire très forte, capable de destruction. Détruire, cela ils peuvent y parvenir. Oui, ils peuvent y parvenir. Nous avons déjà vu qu'ils ciblent beaucoup d'infrastructures civiles. Bien sûr, ils se sont attaqués aux institutions gouvernementales et ont tenté d'assassiner la direction. Mais en même temps, et je ne sais pas, il y a eu certains rapports selon lesquels peut-être une partie de la haute direction du CGRI aurait été assassinée lors de ces frappes. Mais il y a aussi, Elijah, ce fait, ou du moins cette affirmation, une affirmation très forte du général du CGRI, Ibrahim Jabari, qui dit que l'Iran va dévoiler des armes que nous n'avons jamais vues auparavant. Trump devrait savoir que l'Iran est équipé pour combattre les États-Unis pendant des années, ce qui ne devrait peut-être pas nous surprendre, car les États-Unis mènent depuis des années une guerre d'agression sous de nombreuses formes contre l'Iran. Et toutes les guerres menées par les États-Unis ont duré des années. Mais cette guerre semble différente si elle devait durer des années. Et comme tu l'as dit, les États-Unis et Israël ne pourraient probablement pas tenir des semaines, encore moins des années. Oui, c'est vrai. Ils ne peuvent pas continuer pendant des semaines. Cependant, il y a un avantage que les Américains et les Israéliens ont. Comme ils ont déclenché cette guerre illégale et non provoquée, ce sont aussi eux qui peuvent y mettre fin. Au bout du compte, s'ils disent à l'Iran « D'accord, nous voulons arrêter cette guerre », eh bien ce sont eux qui ont attaqué l'Iran. Par conséquent, les Iraniens ne diront pas « Oh non, nous voulons continuer »,
Car, pour l'Iran, il est important de préserver le pays, d'arrêter la guerre, de reconstruire et de s'assurer que les Israéliens et les Américains n'atteignent pas leurs objectifs. Par conséquent, malheureusement, ce sont les Israéliens et les Américains qui ont déclenché cette guerre, et ils peuvent l'arrêter. Même si l'Iran pourrait dire, quand on commence quelque chose, on ne peut pas simplement s'arrêter. Surtout si les Israéliens et les Américains n'atteignent pas leurs objectifs. Cependant, d'après mon expérience, l'Iran ne continuera pas à bombarder si les Américains et les Israéliens en ont assez. En fin de compte, pour l'Iran, tant que le pays et ses ressources restent intactes, il mettrait fin à la guerre. Donc oui, les Iraniens peuvent continuer, car ils ont réfléchi depuis longtemps à la manière de mener cette guerre, en se disant que si les Israéliens et les Américains veulent poursuivre, alors ils peuvent le faire. Néanmoins, je ne pense pas que l'Iran acceptera de mettre fin à la guerre sans un véritable accord. La guerre de juin 2025 s'est arrêtée sans cessez-le-feu. Elle s'est simplement terminée parce que Benjamin Netanyahou a contacté Donald Trump, lui a demandé de mettre fin à la guerre, et Trump a appelé les Omanais et les Qataris pour servir de médiateurs. Et c'est tout. Il n'y a ni traité, ni accord, rien. Aujourd'hui, les Américains et les Israéliens ont violé le droit international. Ils ont attaqué un membre de l'ONU, un pays souverain, sans provocation. Et parce qu'ils ont violé le droit international, cela leur est égal. Même si un cessez-le-feu a peu de sens, puisque l'Amérique s'est révélée indigne de confiance en relançant la guerre pendant les négociations diplomatiques, les Iraniens peuvent néanmoins toujours dire « Eh bien, nous avons signé un accord, et c'est la fin de l'histoire. » Mais enfin, nous en sommes encore aux premières heures de la guerre. Il est encore trop tôt pour parler de la fin de cette campagne insensée. Oui, je veux dire, Israël et les États-Unis. Israël lui-même a dit que cela allait durer. Je veux dire, tu l'as dit plus tôt, Elijah, on a l'impression, et cela ressemble exactement à ce qu'Israël est à la tête de l'opération, ou du moins en est le cerveau. Les États-Unis sont clairement derrière tout cela, tu sais, en tant que grand-père protecteur d'Israël, et en l'aidant là où il a besoin d'aide. Et je voulais simplement mentionner d'autres développements de dernière minute ici. Selon des rapports d'Al-Mayadeen, parmi les cibles des frappes iraniennes jusqu'à présent figure la station radar américaine d'une base des États-Unis au Qatar, le FPS 132. Ce radar est utilisé pour détecter les missiles balistiques. Il a une portée de 5000 km et un coût approximatif de 1,1 milliard de dollars. Donc, encore une fois, les dégâts continuent de s'accumuler. Et nous n'avons pas encore beaucoup parlé d'Israël, mais Israël est touché. Israël a été parmi les premières cibles des frappes de représailles lancées par l'Iran. Et ici, on voit Haïfa, comme pendant la guerre de 12 jours, subir une grande partie des destructions. Tel Aviv également. Tu sais, Elijah, je voulais te demander ceci. L'Iran avait dit que cela deviendrait une guerre régionale si cela se produisait. Et nous avons immédiatement vu Ansar Allah du Yémen déclarer qu'ils avaient désormais rejoint la guerre. Ils ont, je crois, lancé une salve de missiles sur Israël. Certains rapports indiquent également qu'ils ferment la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb, ou du moins qu'ils vont viser les parties agresseuses présentes là-bas. Alors, parlons-en. Est-ce que cela va devenir régional? Et allons-nous assister à l'axe de la résistance, dirigé par l'Iran, mener une campagne coordonnée contre cet acte d'agression? Eh bien, il est trop tôt pour le dire, car c'est déjà un conflit régional, étant donné que 5 pays du Golfe sont impliqués jusqu'à présent dans cette guerre. Les bases américaines situées dans ces pays ont été bombardées. On peut donc affirmer sans risque que ces pays eux-mêmes ont été touchés. Ce n'est donc pas vraiment une guerre limitée à l'Iran seul. Il s'agit de l'Iran, d'Israël, puis du Qatar, de l'Arabie saoudite, de Bahreïn
des Émirats, du Koweït et de la Jordanie. Nous avons donc 6 pays impliqués jusqu'à présent, plus l'Iran, Israël et les États-Unis, non pas en tant que pays, mais en tant que forces actives au Moyen-Orient. Si les Houthis yéménites d'Ansarullah entrent dans cette bataille, très probablement oui. Le jour où l'Iran estimera nécessaire de fermer la mer Rouge sera fermée. Et si le détroit d'Ormuz est fermé, très probablement oui. Cela dépendra de la durée de cette guerre, mais pas dès le premier jour. Comme je l'ai dit, les Iraniens ne jouent pas leur carte immédiatement. Hezbollah, eh bien, je pense que c'est une excellente occasion pour le Hezbollah de rejoindre la bataille, indépendamment des destructions, afin d'imposer une règle d'engagement à Benjamin Netanyahou et de mettre fin à ces violations quotidiennes et continues du droit international et de la souveraineté du Liban. Néanmoins, cela ne se produira pas dès le premier jour, car l'Iran vient seulement de commencer à riposter contre ceux qui ont attaqué le pays. Nous devons lui accorder plus de temps pour voir si l'Iran décide de diversifier ses représailles sur différents fronts, diversifier les forces ou les cibles d'attaque, en l'occurrence les États-Unis, Israël et leurs alliés dans la région. Il pourrait alors ouvrir plusieurs fronts pour montrer que le risque d'embrasement est réel. Plus cette guerre prendra de l'ampleur, plus il sera facile d'y mettre fin. Car c'est à ce moment-là que d'autres pays interviendront et demanderont aux Américains de cesser de se battre au nom d'Israël. Le premier à le faire a déjà été le ministre omanais des Affaires étrangères. C'est lui qui joue le rôle d'intermédiaire entre l'Iran et les États-Unis, en accueillant des négociations à Mascate, à Oman, ainsi qu'à Genève et à Vienne. Il a déclaré que les Américains menaient cette guerre pour le compte des Israéliens et qu'ils devaient y mettre un terme, car on lui avait dit que les Américains étaient honnêtes dans les négociations, avant de découvrir par la suite qu'ils ne l'étaient pas. Oui, en effet, le conflit prend de l'ampleur. La guerre s'étend. De plus en plus de pays s'impliquent, et d'autres forces devraient se joindre au combat si la guerre dure bien plus longtemps que prévu, ou si les dégâts infligés à l'Iran continuent d'augmenter. Car si le Hezbollah et Ansarullah ne ripostent pas et ne rejoignent pas la bataille aux côtés des Irakiens, alors, après l'Iran, ce sera leur tour, et ils en sont parfaitement conscients. Il est donc dans leur intérêt de répartir les dégâts entre plusieurs pays simultanément et d'espérer pouvoir imposer un cessez-le-feu qui empêche Benjamin Netanyahou de le violer au Liban ou de bombarder l'Irak, comme il l'a fait aujourd'hui contre le Hajj al-Shaabi à Jufa Safar, au sud de Bagdad. Quant au Yémen, son tour viendra certainement après l'Iran, à moins qu'il ne s'engage dans le conflit et qu'un accord global ne soit trouvé pour mettre fin à cette guerre. Oui, non. Les enjeux sont incroyablement élevés, Elijah. Je voulais te demander ce que tu penses avoir provoqué tout ce processus. Nous avons vu des rapports publiés par Politico affirmant que les États-Unis voulaient qu'Israël lance la première frappe, car cela donnait une meilleure image politique à l'administration Trump. Mais ensuite, tout s'est enchaîné si vite. Donald Trump est sorti en disant que des Américains allaient mourir dans cette guerre. Et pour moi, c'est choquant. Je suis curieux de connaître ton raisonnement dans ton analyse sur les raisons pour lesquelles les États-Unis, parce que je pense qu'il faut vraiment le dire, sont ceux qui rendent tout cela possible. Pourquoi les États-Unis s'engagent-ils aussi fortement dans cette affaire? Qu'est-ce qui a provoqué cette précipitation? Penses-tu que cette frappe est de nature stratégique ou qu'elle fait partie d'un calcul qui a un peu dérapé? Parce qu'on a vu les États-Unis frôler une frappe contre l'Iran à plusieurs reprises au cours du dernier mois environ. Et maintenant, nous en sommes là. Et cela intervient après que le Pentagone aurait, selon certaines fuites,
tenté de déconseiller cette action. Ce n'est pas du tout stratégique pour les États-Unis, mais ça l'est pour Israël. Et je vais expliquer pourquoi. L'Iran ne représente pas un danger pour les Américains, car les États-Unis sont loin de l'Asie de l'Ouest, et les Iraniens n'ont jamais pris l'initiative d'attaquer une cible américaine. C'est l'inverse. Ce sont les Américains qui ont pris l'initiative d'attaquer l'Iran, et les Israéliens ont fait de même. Cela signifie qu'il n'y a pas de véritable intérêt pour les Américains, surtout lorsqu'ils s'assoient pour négocier un accord nucléaire après que Donald Trump a déclaré avoir décimé et anéanti, ce sont ses mots, le programme nucléaire iranien. Parce que le JCPOA, l'accord nucléaire signé par Barack Obama en 2015, devait expirer en octobre 2025, Donald Trump voulait un nouvel accord. Non pas parce que le précédent n'était pas bon, mais parce qu'il arrivait à son terme. Il devait se terminer automatiquement, même s'il s'en était déjà retiré en 2018. Et c'est là que tout le problème a commencé entre l'Iran et les États-Unis. Les Iraniens étaient prêts à accueillir des inspecteurs américains et onusiens, prêts à geler la production d'enrichissement nucléaire, à la placer sous le contrôle de l'AIEA, l'organisation nucléaire, et à s'assurer qu'ils n'enrichissaient pas l'uranium au-delà de 3,75% ou 20% à des fins médicales et de recherche. En réalité, l'Iran n'est passé à 60% qu'après que Donald Trump s'est retiré de l'accord en 2018. Puis, un an plus tard, en 2019, l'Iran a commencé à enrichir l'uranium jusqu'à 60%, car les Américains avaient imposé des sanctions maximales et les Israéliens avaient commencé à tuer davantage de scientifiques nucléaires iraniens. C'est pourquoi l'Iran avait besoin d'un moyen de pression pour obtenir la levée des sanctions et avait exprimé sa volonté de le faire. C'est à ce moment-là que les Américains négociaient avec les Iraniens, mais ils négociaient de mauvaise foi. Pendant les négociations, une réunion devait avoir lieu le lundi à Vienne, et les Américains ont déclenché la guerre le dimanche. C'est exactement ce qu'ils ont fait en juin 2025. Maintenant, est-ce que cela va aider l'Amérique d'une quelconque manière? Non, car les Iraniens n'avaient aucune confiance dans les Américains, et encore moins qu'avant. Est-ce stratégique pour Israël? Oui, parce que pour Israël, il est important d'être la seule force dominante au Moyen-Orient. Les Iraniens ont commencé à renforcer leur influence dans la région à cause de l'intervention américaine et des guerres illégales en Afghanistan, en Irak, en Libye et en Syrie. Le vide a donc été partiellement comblé par l'Iran, et c'est ainsi que ce dernier a progressé en tirant parti des erreurs des Américains. Cela représentait-il un danger pour Israël? Pas immédiatement, mais pour Benjamin Netanyahou, cela constituait une menace pour sa carrière politique, car il a des élections en octobre 2026, cette année, et il doit vendre l'idée qu'il a réellement détruit l'Iran, même si ce sont les Américains qui font le travail. Et si l'on regarde ce qu'il dit depuis 16 ans, l'affirmation selon laquelle l'Iran serait à quelques jours, semaines ou mois d'obtenir la bombe nucléaire, nous n'avons en réalité jamais vu cette bombe nucléaire. Tout ce que Benjamin Netanyahou promeut vise à semer le chaos en Iran, un pays qui partage ses frontières avec 7 autres, et à propager le désordre à travers l'Asie de l'Ouest, dont la région pourrait ne jamais se remettre. Même aujourd'hui, la Libye ne s'est pas remise de la guerre de 2011, et nous parlons de 15 ans plus tard. L'Irak, en 2003, ne s'était pas rétabli, quelle que soit la guerre, sa fin et tout ce qui s'y est passé. Les Américains sont encore capables de menacer l'Irak, de choisir et de désigner le Premier ministre, même si la majorité au Parlement choisit la personne. Et je parle ici de Nouri al-Maliki. Les Américains ont donc toujours de l'influence,
et ils contrôlent encore les revenus du pétrole irakien. Leurs empreintes sont toujours partout au Moyen-Orient. Ce n'est pas l'Iran qui représente un danger existentiel, ni pour l'Amérique, ni pour les Israéliens. Et dire, comme l'a fait le porte-parole de la Maison-Blanche, Leavitt, que le fait que l'Iran dise « mort à l'Amérique » constitue une menace existentielle est tout à fait idiot et ridicule, pour la simple raison que l'Iran ne possède pas la bombe nucléaire, tandis que les Américains en ont des milliers, le deuxième pays, après la Russie, voire en concurrence avec elle. Deuxièmement, les Américains sont le pays le plus puissant du monde. Ils ont des chasseurs, des avions, des porte-avions, et ils encerclent l'Iran avec des bases militaires. Par conséquent, celui qui représente le véritable danger, c'est les États-Unis, qui constituent une menace pour l'Iran, et non l'inverse. Oui, tout à fait. Je veux dire, on ne peut pas le nier. Et tout ce que tu viens de dire, Elijah, anéantit complètement la justification de Donald Trump. La justification de 8 minutes qu'il a donnée dans un lieu tenu secret, où il a commencé en disant « Nous faisons cela pour protéger les Américains du régime iranien ». Je pense que beaucoup d'Américains se demandent quel danger réel existait. Et maintenant, les États-Unis sont engagés dans cette guerre. Penses-tu que ce que les États-Unis essaient de faire ressemble à la manière dont ils ont mené leur guerre précédente? Je veux dire, ils ont été impliqués dans beaucoup d'actes d'agression dans la région, contre l'Irak et ailleurs, pendant de très nombreuses années. Nous avons eu la guerre du Golfe, puis l'invasion de 2003, et la guerre du Golfe, avec ses sanctions, a causé énormément de dégâts. Penses-tu qu'il s'agit en quelque sorte d'une répétition du même modèle? Et crois-tu que ça puisse fonctionner de la même manière que pour l'Irak? Eh bien, c'est encore pire, car l'Iran possède de nombreuses ressources naturelles en dehors du pétrole et du gaz. Il fournit du gaz à l'Irak, vend du pétrole à la Chine et à d'autres pays. Il est donc important pour la région de voir l'Iran stable. Ce que les Américains ne réalisent pas, c'est qu'ils créent un pays déstabilisé, et ils n'ont pas tiré les leçons des guerres en Irak, en Syrie, en Afghanistan, au Vietnam et en Libye. Ils n'ont pas retenu la leçon. Nous ne comprenons vraiment pas ce que les Américains essayent de faire. Donald Trump dit « J'ai anéanti et complètement détruit le programme nucléaire iranien ». Et puis nous avons l'inspecteur de l'ONU qui dit qu'il n'y a aucune preuve que l'Iran possède une arme nucléaire ou soit capable d'en développer une dans les semaines à venir. Et ensuite, nous avons Trump qui déclare « Je veux empêcher l'Iran d'avoir une arme nucléaire ». Mais si vous avez anéanti le programme nucléaire, comment l'Iran pourrait-il avoir une arme nucléaire s'il n'y a plus de programme nucléaire, d'après ce que vous annoncez depuis juin 2025, avec chaque B-2 magnifique et charmant qui est venu bombarder magnifiquement le magnifique site iranien. C'est le langage de Donald Trump. Il est extrêmement pauvre et n'a aucun sens. Nous n'avons donc pas affaire à un président stable, ni à quelqu'un qui possède une réelle connaissance de la géopolitique, quelqu'un qui comprend où il veut aller à partir d'ici, avant la guerre et après la guerre. Quand va-t-il s'arrêter et selon quels critères? Quels sont ses objectifs si son objectif principal est irréalisable? Nous ne parlons pas d'une personne équilibrée qui comprend la géopolitique. Nous parlons d'un personnage théâtral qui crée chaque jour des diversions, des spectacles et des distractions, mais pas d'une politique réfléchie pour le progrès de l'humanité, ni même pour le bénéfice des États-Unis. En quoi le peuple américain profite-t-il du fait de dépenser des milliards de dollars pour bombarder un pays lointain, comme l'Iran, au nom d'Israël? Qu'est-ce que le peuple américain y gagne? En quoi cela contribue-t-il à leur vie quotidienne? En rien du tout.
Au contraire, le prix du pétrole va augmenter, la monnaie sera dévaluée, et voilà ce qu'il nous reste, en plus du système de gouvernement iranien tel qu'il est. Nous avons donc vu ces actions irrationnelles et, honnêtement, sans objectif clair. Elles sont simplement entreprises parce que Donald Trump pense qu'il est bon d'aller bombarder l'Iran, tout en prétendant être un président de la paix qui mérite une médaille du Congrès ou un prix Nobel. Nous ne comprenons vraiment pas ce que font les Américains. Eh bien, ce sont d'excellents arguments, car nous voyons effectivement un peu de cet effondrement dont vous parliez, ce manque de, vous le décrivez comme un manque de stratégie, et beaucoup des objectifs, du moins dans la phase initiale de cette frappe, n'ont pas été atteints. Et cela vient tout juste de tomber en fait. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, était sur NBC News pendant que tout cela se déroulait. Et il expliquait que les États-Unis et Israël n'avaient pas réussi à atteindre les membres du CGRI ou les dirigeants iraniens qu'ils visaient. Voilà où nous en sommes. J'apprécie vos commentaires à ce sujet. J'ai encore une série d'autres questions à vous poser. Mais pour clarifier les choses pour notre public à l'instant, pouvez-vous confirmer précisément que l'ayatollah Ali Khamenei est en vie et séparément que le président iranien est actuellement en vie à la suite de ces frappes américaines et israéliennes? Autant que je sache, oui, ils sont en vie, ainsi que le chef du pouvoir judiciaire, le président du Parlement aussi. Tous les hauts responsables sont en vie, y compris le secrétaire du Conseil national de sécurité. Donc tout le monde est à son poste, nous gérons la situation et tout va bien. Donc, tout va bien. Je veux dire, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y ait beaucoup de peur du côté de l'Iran, Elijah. Est-ce que tout cela n'est que discours et fanfaronnade? Je veux dire, on entend tous les avertissements. On entend que l'Iran est prêt à mener ce combat pendant des années. Et maintenant, on entend publiquement, dans les grands médias occidentaux, le ministre iranien des Affaires étrangères dire que, au moins, pour l'instant, les États-Unis et Israël ont échoué dans cet objectif essentiel que Donald Trump avait annoncé au monde, se débarrasser de la direction iranienne. Eh bien, écoutez, seuls les Iraniens peuvent parler pour leur pays, décider qui doit les gouverner ou non. S'il y a un changement dans le système de gouvernement, il revient au peuple iranien de voter pour un autre système ou de descendre dans la rue en tant que manifestant, non pas en tant qu'émeutier, pour ne pas détruire le pays. Quand on s'oppose à la situation économique ou au système en place, on ne va pas détruire son propre pays. Jusqu'à présent, le Mossad et la CIA ont déclaré avoir beaucoup investi pour tenter de changer le régime en Iran. Ils ont échoué. Ainsi, tout changement venant de l'extérieur ne fait que rendre le système en place plus rigide face à toute évolution, car ils comprennent qu'il y a des forces du Mossad ou de la CIA derrière cela. C'est ce que la CIA a fait avec Mossadegh, le premier ministre iranien élu en 1952. Ce n'est donc pas le genre de situation dans laquelle des pays étrangers devraient intervenir. Les Iraniens diraient « Oui, nous allons bien ». Et même si les dirigeants ne vont pas bien, ils peuvent être remplacés, car le leadership dans un système idéologique n'est pas très vertical, il est plutôt horizontal. Une personne part, une autre la remplace. S'il s'agit de libérer le peuple iranien, comme l'a dit Donald Trump, cela ne le regarde pas. En réalité, cela ne regarde personne d'autre que les Iraniens eux-mêmes. Ce sont eux qui ont le droit de choisir leur système de gouvernement. Et on ne peut pas les convaincre du contraire, car comme nous l'avons vu en juin 2025, on ne peut pas y parvenir en bombardant le pays. C'est un peuple fier. Et tous ceux qui se tenaient aux côtés du gouvernement, comme ceux qui s'y opposaient,
à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Iran, se sont unis contre Israël en 2025. Ce fut un geste sans précédent de la part de la population iranienne, affirmant « Nous rejetons toute ingérence extérieure ». Cela ne veut pas dire qu'ils sont heureux. Non, ils ne le sont pas. 47 ans de sanctions n'ont pas rendu les Iraniens satisfaits de leur économie. Au contraire, l'économie souffre gravement. Mais si vous vous souciez vraiment du peuple iranien, laissez-le survivre. N'intervenez pas, mais ne le sanctionnez pas non plus, au point qu'il souffre pendant que vous prétendez apporter la solution, alors que vous êtes à l'origine du problème. Ainsi, lorsque Araghchi dit « non, nous allons bien », il défie les Américains et les Israéliens, affirmant qu'ils sont déterminés à riposter. Ce n'est pas ainsi qu'on négocie un accord avec les Iraniens. La manière de négocier avec eux consiste à s'asseoir autour de la table et à veiller à ne pas les offenser, à ne pas détruire leur fierté et à ne pas les humilier. Il ne s'agit pas de les faire se soumettre. Si vous avez des préoccupations, vous les exprimez. C'est aux Iraniens de s'assurer qu'il n'y a pas de motif d'inquiétude et qu'il existe des éléments et des mécanismes vérifiés. Car il n'y a de confiance d'aucun côté qui puisse apaiser la situation entre l'Iran et le reste du monde. Jusqu'à présent, depuis 1980, avec les premières sanctions de Jimmy Carter, nous n'avons pas vu cela. Nous n'avons vu que le monde brandir le bâton contre les Iraniens, les frappant de toutes les sanctions possibles pour les amener à se soumettre. Et les Iraniens ne se soumettront pas. C'est un gros problème. Et je pense que c'est là que se pose la question. Eh bien, où cela mène-t-il vraiment, Elijah? Parce que les États-Unis ne peuvent pas accepter que l'Iran ne se soumette pas. Israël, bien sûr, dans une logique similaire, et peut-être avec encore plus de férocité en raison de sa vision stratégique globale que nous savons lui être si chère, le projet du Grand Israël. Donc, la grande question est, où cela va-t-il? Parce que nous savions que cette guerre allait éclater. Nous ne savons pas combien de temps cette phase va durer, mais nous savons que cette guerre est probablement appelée à se poursuivre jusqu'à ce qu'un camp perde et que l'autre gagne. Beaucoup de gens voient peut-être cela comme un jeu à somme nulle, et je pense que tu l'as très bien expliqué plus tôt. L'Iran n'a pas nécessairement besoin de gagner. Mais il semble que ce que l'Iran doit réussir à faire, c'est à instaurer une véritable dissuasion par sa riposte. Montrer que les dégâts et le coût de tout cela sont tout simplement trop lourds. J'aimerais dire quelque chose à ce sujet. Il y a beaucoup de jeunes en Iran, des femmes et des hommes, qui n'ont pas vécu la révolution islamique de 1969 et 1980 et qui n'ont pas connu la guerre Iran-Irak. Ce sont des jeunes qui souhaitent que les relations avec l'Occident soient établies sur un pied d'égalité. Les Iraniens, lors de la dernière négociation, en étaient conscients. Ils savent qu'il y a beaucoup d'Iraniens qui aimeraient entretenir de bonnes relations avec le reste du monde. Et c'est pourquoi le gouvernement a déclaré « Nous sommes prêts à offrir aux Américains, pas aux Européens, car c'était les Européens en 2015, des contrats d'une valeur de 4 à 5 000 milliards de dollars pour investir en Iran. Ils font venir les États-Unis pour aider à développer le pays. C'est ce qu'ils veulent. Ils ne disent pas « mort à l'Amérique » parce qu'ils détestent le système américain. Au contraire, ils ne veulent pas que le régime américain leur impose la manière dont ils doivent vivre. Et pourquoi ressentent-ils cela? Uniquement parce qu'ils ont vu les exemples de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Libye et de la Syrie. En Afghanistan, les Américains ont détruit le pays. Et après 20 ans, ils ont chassé les talibans pour finalement leur rendre le pouvoir 20 ans plus tard. En Irak, encore aujourd'hui, la guerre contre Saddam Hussein en 2003, non pas parce que Saddam Hussein était bon, non, son régime était très mauvais pour son peuple, mais ils ont dit qu'ils y allaient pour des armes de destruction massive.
C'était un mensonge. Les Américains et les Britanniques l'ont admis. Mais aujourd'hui, on voit que pendant le premier mandat de Donald Trump, lorsque les Irakiens ont demandé aux Américains de partir, il a refusé parce qu'il contrôle 90% des revenus pétroliers du pays qui passent par la Réserve fédérale américaine avant d'arriver en Irak. Il les tient donc à la gorge et l'Irak ne peut pas être indépendant. Il utilise leur espace aérien pour bombarder l'Iran. Il bombarde l'Irak quand il le veut. Il a même bombardé des Irakiens qui ne veulent pas des Américains dans leur pays. Ils ont donc vu l'exemple des Américains qui sont entrés en Syrie et ont occupé le nord-est du pays, les champs de pétrole et de gaz dans des endroits comme Gaz, Konoko et d'autres zones. Pendant des années, tout en prétendant combattre l'État islamique. Ils ont vu la Libye passer d'un pays très prospère à un pays détruit. Il n'y a pas de gouvernement stable entre Benghazi et Tripoli, et la situation est totalement instable. Ils ont donc vu tout cela, et les Iraniens, en réalité, ne veulent pas de cette situation. Ils souhaitent entretenir de bonnes relations avec l'Occident, mais ils ne veulent pas que l'Occident impose son agenda et détruise leur pays à cause de ces exemples. Et les Américains n'utilisent pas le langage du rapprochement. Ils utilisent la force. Ils utilisent le bâton. Ils disent aux Iraniens, soit vous faites ce que nous voulons, parce qu'ils le leur imposent, soit nous allons vous bombarder, et ensuite ils les bombardent. Cela montre le manque de compréhension de l'Occident envers la culture iranienne et la manière d'aborder l'Iran, de l'impliquer et de le rapprocher de la communauté internationale. Depuis des années, le monde traite l'Iran comme un ennemi uniquement parce que les Américains continuent d'imposer des sanctions et veulent contrôler le pétrole. Mais les Iraniens sont prêts à vendre du pétrole aux Américains et à permettre aux entreprises américaines de venir développer l'énergie iranienne, simplement pas selon les conditions américaines. Et pas si l'argent du pétrole est envoyé à la Réserve fédérale américaine, comme en Irak, mais plutôt s'il sert à la prospérité de l'Iran. C'est là le problème entre l'Iran et les États-Unis. Aujourd'hui, les Américains mènent une guerre au nom d'Israël, ce qui signifie qu'ils sont prêts à sacrifier des citoyens américains pour le bénéfice d'un autre camp, un camp étranger comme Israël, simplement parce qu'Israël veut être la seule puissance au Moyen-Orient et souhaite utiliser le bâton des Américains pour y parvenir. C'est pourquoi cette guerre n'avance pas. La base de cette guerre est erronée. Et même si elle s'arrête, cela ne veut pas dire que le problème est résolu. Au contraire, le problème demeure. Elijah, c'était un vrai plaisir d'être avec toi. Nous allons devoir utiliser une autre plateforme pour le professeur Marandi, donc je vais m'en occuper maintenant et le faire venir. Mais je veux m'assurer que tout le monde pense à visiter ton site web indiqué dans la description de la vidéo avant que nous terminions. Et nous resterons certainement en contact dans un avenir proche, au fur et à mesure que les choses évolueront. Merci encore infiniment, Elijah. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Oui, bien sûr. C'était formidable. Très bien. Tout le monde, restez avec nous. Nous allons passer au professeur Marandi. Je vais l'admettre dans le Zoom pour pouvoir commencer à partager l'écran. Je vais simplement lui dire bonjour maintenant, pendant qu'il se connecte. Voyons comment cela se passe. C'est ainsi que nous allons retrouver notre cher ami de l'émission, le professeur Mohammad Marandi. Je veux m'assurer que ma vue personnelle est désactivée. Et si vous m'entendez, professeur Marandi, vous m'entendez? Je vais partager l'écran maintenant. Voyons ce que ça donne. Je ne le vois pas encore. Professeur Marandi, êtes-vous là? Le voilà. Tu me vois? Oui, je peux. Mais pour une raison quelconque, tu n'apparais pas ici. Je ne sais pas ce qui se passe.
Ça indique sans arrêt que tu es en mode image dans l'image. C'est vraiment étrange. Je ne sais pas ce qui arrive à l'image, mais voyons si ça se répare tout seul. Voilà, très bien. Professeur Marandi, ça fonctionne enfin. Comment allez-vous, monsieur? All right, Mr. Marandi. It's finally working. How are you doing, sir? Je vais bien, merci. Comment vas-tu, Danny? Things could definitely. Eh bien, les choses pourraient certainement aller bien mieux. Je sais que c'est une période très difficile pour vous et votre pays, et bien sûr une période très honteuse pour moi et pour mon propre pays. Alors, professeur Marandi, peut-être pourriez-vous nous donner vos premières réactions à ce qui se passe et à la manière dont vous le vivez sur le terrain. On the ground. Eh bien, tout d'abord, il n'y a rien de honteux pour toi, ni pour quiconque s'est opposé aux politiques de ce régime extrémiste au pouvoir. Ceux qui le soutiennent, ainsi que ceux qui restent silencieux et indifférents, ce sont eux qui portent la responsabilité. Mais ils en sont responsables depuis très longtemps. Désolé, je viens juste de rompre mon jeûne et je n'ai pas suivi les nouvelles depuis un moment. Mais la situation est telle que tu peux t'y attendre. Beaucoup de gens quittent la ville. Je suis à Téhéran. Je resterai à Téhéran jusqu'à la fin de la guerre ou jusqu'à ce que je sois pris pour cible. Mais le gouvernement a demandé à ceux qui peuvent partir de le faire, car les États-Unis et le régime israélien visent tous deux des civils. Je suis sûr que vous avez entendu dire que ce matin, ils ont pris pour cible une école primaire, assassinant 63 filles. Ils ont également tué des écoliers ailleurs. Ils ont bombardé une école à Téhéran. Heureusement, il n'y a eu que des blessés. Les écoles sont donc fermées. Les universités ont été fermées. Ils commenceront probablement le travail en ligne dans quelques jours, comme pendant la précédente guerre de 12 jours. Lorsque le régime israélien et les États-Unis, comme cette fois encore, complotaient secrètement contre l'Iran pendant que les États-Unis négociaient. Cette fois, bien sûr, l'Iran était beaucoup mieux préparé. Nous nous attendions à quelque chose de ce genre. En fait, hier soir, je parlais avec des amis et presque tous pensaient qu'il était très probable qu'il frappe pendant que le ministre omanais des Affaires étrangères se trouvait à Washington. Voilà où nous en sommes. Les Iraniens, bien sûr, après l'assaut initial, ont riposté contre des cibles américaines dans la région du Golfe Persique et ils ont également frappé le régime israélien. Excusez-moi. Les alliés de l'Iran se préparent. Nous avons vu des déclarations en provenance d'Irak et du Yémen, donc il faudra voir comment les choses évoluent à partir de là. Mais la catastrophe à l'école primaire pour filles, j'ai écrit quelques tweets à ce sujet, et dans un ou deux d'entre eux, j'ai dit que la classe Epstein avait un intérêt particulier pour les jeunes filles. Oui, je veux dire, c'est un très bon point. Et merci de m'avoir corrigé, professeur Marandi, à ce sujet. Oui, non. Nous devons faire cette distinction entre le peuple des États-Unis et ce que les États-Unis font à l'étranger, en Iran en ce moment, car c'est une entreprise très impopulaire. À peine 20% des gens, selon de nombreux sondages, disent la soutenir. Et maintenant, l'administration Trump le fait quand même. Je voulais connaître votre réaction. Vous avez dit que l'Iran avait riposté. Vous savez, des hauts responsables iraniens disent qu'ils sont prêts à tenir pendant des années. Je me demande quelle a été votre réaction face à la réponse iranienne. Elle est bien plus rapide que pendant la guerre de 12 jours, lorsqu'il y avait eu l'attaque surprise. Quelle a été votre réaction à cela, compte tenu de l'endroit où vous vous trouvez? Eh bien, tout d'abord, ce n'était pas vraiment une surprise, et très peu de personnes ont été tuées lors de la première vague. Le pays était donc évidemment bien mieux préparé qu'il ne l'était la dernière fois, se préparant à la guerre.
Et le fait que les attaques d'assassinat menées par le régime Trump et son allié, le régime Netanyahou, aient échoué, je pense que c'est la principale raison pour laquelle les Iraniens ont immédiatement riposté. Et ils ont frappé assez fort. Bien sûr, les Iraniens s'inscrivent dans la durée, donc ils vont mener des frappes mesurées. Ils ont de nombreux calculs à faire, des calculs mathématiques lorsqu'ils tirent des missiles, comment traverser les défenses aériennes, comment forcer l'ennemi à utiliser ses défenses aériennes. Et on nous a déjà dit par un général iranien que les forces armées n'utilisent pour l'instant que leurs très vieux missiles et que les plus récents seront employés plus tard, et qu'ils auront un impact bien plus dévastateur. Pour le moment, ils utilisent des missiles plus anciens pour des raisons évidentes, à la fois parce que c'est le moment de les utiliser, et aussi parce qu'ils peuvent ainsi comprendre comment fonctionnent les défenses aériennes et forcer l'ennemi à utiliser ces intercepteurs à très faible coût. Et puis, bien sûr, beaucoup de missiles, comme on l'a déjà constaté, parviennent à passer. Lorsque les défenses aériennes seront épuisées, ce qui arrivera dans un délai pas si long, alors l'Iran commencera à frapper l'ennemi de manière très douloureuse. Oui, non. Je veux dire, on dirait bien que c'est exactement ce qui se passe, professeur Marandi. Que pensez-vous de l'annonce de Donald Trump, après coup, après que cela se soit produit? Il a fait beaucoup de déclarations très grandiloquentes. Il a parlé de cette opération comme étant essentiellement destinée à protéger le peuple américain du gouvernement iranien, ou de ce qu'ils appellent toujours le régime, et qu'il y a tous ces objectifs que les États-Unis veulent atteindre, notamment se débarrasser de la marine, du système de missiles, de l'énergie nucléaire ou de l'enrichissement nucléaire. Tout cela. En somme, tout éliminé, professeur Marandi. Quelle est votre réaction à cela? Et trouvez-vous cela très convaincant? Parce que pour beaucoup d'Américains, c'était une guerre que même Politico a dû reconnaître comme n'étant pas très bien justifiée dès le départ. Eh bien, tout d'abord, je n'ai même pas pris la peine de le regarder. J'ai simplement lu un résumé, juste quelques lignes. C'est la personne qui, pendant la guerre de 12 jours, exigeait la reddition absolue de l'Iran. Que s'est-il passé après 12 jours? C'est le régime de Netanyahou qui suppliait Trump de leur obtenir un cessez-le-feu. Et du 8e ou 9e jour jusqu'au 12e, le régime israélien était en sérieuse difficulté. Alors, qu'est-il advenu de cette reddition? Je ne prendrai rien de ce que dit Trump au sérieux. Bien sûr, Trump n'est pas différent d'un néoconservateur. Ceux qui croyaient qu'il était différent étaient naïfs. Et nous l'avons déjà vu se trahir lui-même avec les dossiers Epstein. Et il s'est révélé être pleinement membre de la classe Epstein. Tout le régime est subordonné à cette classe. On peut tirer une balle en plein visage à des femmes blanches, blondes, et dans le dos à des hommes blancs qui sont infirmiers pour des anciens combattants, et s'en tirer sans conséquence. Donc ces 20% dont tu parles, ce sont ce genre de personnes qui soutiennent Trump malgré les dossiers Epstein, malgré le scandale, malgré tous les mensonges que nous avons vus ces derniers mois. Les guerres sans fin, bien sûr, ont continué. Il n'y a aucune différence entre Trump et George Bush. Il n'y a aucune différence entre Trump et n'importe quel autre sioniste, néoconservateur ou membre de la classe Epstein. Ils sont tous pareils. L'Iran, bien sûr, ne représente aucune menace pour le peuple américain. Il ne l'a jamais été. Et nous avons vu comment Witkoff, un autre sioniste, mentait la semaine dernière en affirmant que l'Iran était sur le point de construire une arme nucléaire. Il y a seulement 8 mois, Trump disait que le programme nucléaire iranien avait été anéanti. Donc, en 8 mois, l'Iran pourrait construire une arme nucléaire à partir d'un programme anéanti.
Ce programme était d'ailleurs entièrement pacifique et placé sous la supervision ou la surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Tous les actifs que le régime américain et le régime de Netanyahou ont détruits étaient surveillés par cet organisme international. Et puis, bien sûr, nous avons vu l'affirmation scandaleuse selon laquelle l'Iran construirait des missiles capables de frapper les États-Unis. Tout cela, c'est du 2003, les mêmes mensonges. Mais la différence, c'est que l'Iran n'est pas l'Irak et que l'axe de la résistance est une force très très puissante. Le dévouement du peuple iranien et des forces armées iraniennes n'a rien à voir avec celui des forces armées irakiennes sous Saddam. Les Iraniens sont unis et nous verrons dans les jours à venir où en sont les choses et qui, au bout du compte, devra reculer. Mais cela va coûter très cher au monde et lorsque les marchés ouvriront lundi, je pense que nous verrons le début de tout cela. Oui, oui, oui. Ce sont d'excellents arguments, professeur Marandi. Et que pensez-vous de... Eh bien, je discutais plus tôt avec Elijah Magnier, et nous avons tous deux évoqué le fait que c'est à bien des égards une réaction historique de la part de l'Iran. Parce que l'Iran a réagi très rapidement. Je veux dire, quand on parle des frappes lancées par Israël et les États-Unis, je ne connais pas exactement le moment précis, mais il ne s'est pas écoulé plus de quelques heures avant que nous voyions la riposte iranienne. Et maintenant, cette riposte touche des bases américaines, professeur Marandi. À bien des égards, c'est historique. Quelle a été votre réaction à cela? Parce que je ne pense pas que les États-Unis aient jamais vraiment connu quelque chose d'une telle ampleur à ce niveau-là. Et nous entendons dire que ce n'est que le début. Je pense que tout le monde aurait dû s'y attendre. C'est quelque chose dont je n'ai cessé de prévenir depuis le tout début. Les capacités de l'Iran sont énormes. L'Iran se prépare à une attaque américaine depuis au moins 2 décennies et demie, depuis que les États-Unis ont envahi l'Afghanistan, puis envisagé d'envahir l'Irak, lorsque l'Iran a été déclaré partie de l'axe du mal. Ensuite, lorsque Bush puis Obama ont commencé à dire que toutes les options étaient sur la table, l'Iran s'est préparé depuis ce moment-là. La plupart des capacités militaires de l'Iran ne sont pas dirigées contre le régime israélien. C'est un élément secondaire pour l'Iran. Les ressources de l'Iran sont dirigées contre les États-Unis. Elles sont dirigées vers le golfe Persique et l'océan Indien. Pourquoi? Parce que cela a toujours été la menace. Ils disposent donc d'innombrables bases militaires souterraines, de drones, de missiles à courte portée et de missiles à moyenne portée très facilement manœuvrables. Ils n'ont pas besoin d'être déplacés avec des véhicules lourds. Les États-Unis ont commis une erreur extraordinaire. Et bien sûr, le golfe Persique est sans doute l'endroit le plus sensible de la planète, car 20% du pétrole mondial provient du golfe Persique lui-même. Ensuite, en Asie occidentale et dans le Caucase, environ 25% du pétrole mondial est produit et exporté. Et puis, bien sûr, il y a aussi le gaz naturel. L'Iran s'y est donc préparé. Cela a été préparé depuis longtemps, et même les gens dans la rue n'ont pas été dupes. Chaque fois que toi et moi avions une discussion, ou dans d'autres émissions, je disais toujours que les Iraniens négociaient pour 2 raisons. Premièrement, dans l'hypothèse hautement improbable où les États-Unis se comporteraient de manière raisonnable et voudraient réellement un accord, les Iraniens y étaient préparés. Mais la principale raison, la raison numéro 1, c'est que le peuple iranien, la communauté internationale, tout le monde, verrait que l'Iran a essayé de résoudre cette crise. Et les États-Unis ont fait exactement ce qu'ils avaient fait pendant la guerre de 12 jours, ou juste avant la guerre de 12 jours. Ils négociaient sans bonne foi, dans un acte de tromperie. Mais cette fois,
Personne n'a été trompé. La dernière fois, je ne suis même pas sûr qu'on puisse dire que l'Iran ait été trompé. Je pense que ce à quoi l'Iran ne s'attendait pas, c'était une attaque contre des commandants supérieurs, des universitaires et des scientifiques à Téhéran et dans d'autres villes. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on vise des immeubles résidentiels et qu'on tue tout le monde dans le bâtiment juste pour atteindre une seule personne. Mais cette fois, les Iraniens étaient complètement préparés. Et comme je l'ai dit, même mes amis et moi, lorsque nous parlions hier soir alors que le ministre omanais des Affaires étrangères se rendait à Washington, nous disions tous que les chances d'une attaque américaine étaient élevées, car les États-Unis sont un régime voyou totalement discrédité. Oui, professeur Marandi, quand j'ai vu ça, en fait, vous savez, je ne savais pas à quelle heure ça allait se produire. Je ne savais pas exactement quand ça allait arriver, mais tout le monde me disait « ce week-end, ce week-end ». Et j'étais là. Peut-être. Bien sûr, on peut voir tous les signes avant-coureurs. Mais quand le négociateur omanais est passé dans les médias grand public et a essentiellement dit qu'un accord était proche, quand il a dit cela, j'ai pensé que cela ressemblait presque à un appel. Et cela, pour moi, m'a fait penser que la frappe allait bientôt avoir lieu. Et nous y voilà. Oui, et il est également intéressant de noter qu'ils ont mené ces attaques juste au moment où les enfants arrivaient à l'école le matin. Et bien sûr, comme je l'ai dit, il y a eu un massacre majeur dans la ville de Minov. Jusqu'à présent, 63 enfants ont été massacrés, ainsi que leurs enseignants, dans une école primaire de filles. Mais c'est ainsi. C'est les États-Unis. C'est la classe Epstein. Voilà qui sont ces sionistes et ces néoconservateurs. Ils sont barbares. Rappelez-vous, ils ont déjà 2 cessez-le-feu au Liban et à Gaza. Chaque jour, ils assassinent des citoyens libanais. À Gaza, chaque jour, ils tuent plusieurs Palestiniens. Les médias occidentaux détournent le regard. Pourquoi? Parce que les médias occidentaux sont détenus et contrôlés par la classe Epstein. Ainsi, personne en Iran n'a jamais cru que Trump était digne de confiance, ni que le régime de Washington l'était d'une quelconque manière. Personne en Iran ne s'attendait à ce que les Européens adoptent une position de principe. L'Iran s'attendait à ce que les Européens se rangent du côté de l'agression, du meurtre et de la terreur, parce que c'est ce qu'ils sont. Comme lors de la guerre précédente, c'est exactement la position qu'ont adoptée l'Australie, les Européens et les Canadiens. Tuer des gens ne leur pose aucun problème. L'hypocrisie a complètement disparu. Et dans notre région, le régime d'Erdogan a permis aux avions AWACS de l'OTAN de survoler et de recueillir des renseignements depuis l'Iran. Les États-Unis utilisent leur base en Turquie, éhontée, absolument éhontée, tout en continuant à fournir au régime israélien du pétrole bon marché en provenance de Bakou. Les régimes du Golfe Persique, voyez-vous, savent que la base américaine est là. Ils complotent contre l'Iran depuis tout ce temps, et maintenant ils se plaignent que l'Iran riposte. Ils font partie du problème. Sans ces dictatures familiales du Golfe Persique, il n'y aurait pas d'attaque contre l'Iran. Le régime jordanien et les Saoudiens, ils sont tous profondément impliqués là-dedans. En ce moment, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu une explosion. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre. Oui, je peux. Et voilà comment sont les choses. Voici la situation à laquelle nous faisons face. Nous faisons face à l'Iran, dont le péché est d'être indépendant, de soutenir le peuple palestinien, et personne d'autre ne le fait à part l'axe de la résistance. Personne ne le fait. C'est du faux. Le Qatar, faux. La Turquie sous Erdogan, faux. Ils font tous partie du camp américain. Ils peuvent ne pas aimer les Émiratis, et les Émiratis peuvent ne pas les aimer, mais ils sont tous pareils. Et les Iraniens s'opposent au génocide à Gaza. Ils s'opposent à la politique américaine à Cuba et en Amérique latine. Voilà les péchés de l'Iran.
Et donc, on sanctionne le pays, on l'étrangle. Les journalistes occidentaux, ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils ne parlent pas de l'étranglement, ils ne parlent pas du terrorisme. Ils essaient de diaboliser l'Iran pour ouvrir la voie à ce genre d'atrocités. Même ceux qui prétendent être anti-guerre, ils sont du côté des régimes occidentaux, de ceux des médias dominants. Ils disent, eh bien, comme je te le disais tout à l'heure, Maduro est malfaisant, mais nous ne devrions pas agir, nous ne devrions pas frapper. Ces gens sont tout aussi mauvais que les néoconservateurs. Ceux qui sont vraiment malfaisants, ce sont les Américains qui envoient des terroristes en Iran, le régime israélien qui envoie des terroristes en Iran, qui étrangle le peuple iranien, femmes et enfants, par les sanctions, et qui maintenant bombardent des écoles primaires en Iran. Ce sont eux les malfaisants, pas le gouvernement iranien. Le gouvernement iranien, l'État, la direction en Iran, moralement parlant, sont infiniment supérieurs à toute la classe obscène qui gouverne l'Occident. Et ils se battent pour défendre leur pays, et ils se battent pour défendre la dignité et l'honneur du peuple palestinien. Depuis plus de 2 ans maintenant, l'axe de la résistance fait des sacrifices, que ce soit au Liban, au Yémen ou en Iran, afin de mettre fin au génocide. Et qu'entendons-nous de l'autre côté? Nous entendons l'ambassadeur des États-Unis en Palestine occupée dire que s'ils prennent toute la région, c'est acceptable. Voilà la politique non officielle des États-Unis. Voilà la politique non officielle de l'Occident. N'en doutez pas. C'est bien leur politique non officielle. Comme je l'ai toujours dit, la solution à 2 États dont ils parlent depuis des décennies, eux et l'Occident, en particulier les Européens, a toujours été un mensonge. Elle a toujours eu pour but de gagner du temps pour permettre au régime israélien de coloniser la Cisjordanie. Cela a toujours été un mensonge. C'est donc, vous savez, de la malhonnêteté du début à la fin, de haut en bas. Oui, eh bien, en parlant d'honnêteté, de malhonnêteté, d'hypocrisie, vous savez, il y a des informations, professeur Marandi. Il y a une telle confusion de guerre psychologique, d'information et de désinformation qui circulent. Des médias israéliens rapportent maintenant qu'il y a de plus en plus d'indices selon lesquels l'ayatollah Ali Khamenei aurait été tué. L'Iran a démenti cela. Le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi était tout juste sur NBC News, affirmant que tout le monde allait bien, et qu'en réalité, tous les principaux commandants des gardiens de la révolution islamique que les États-Unis et Israël visaient vont bien. Que pensez-vous de ces informations? What do you make of these reports? Nous allons entendre beaucoup de désinformation dans les prochaines heures, les prochains jours et peut-être les prochaines semaines. Je pense que les gens devraient ignorer les médias traditionnels occidentaux et se tourner plutôt vers les médias alternatifs. Sur mon propre compte Twitter, les personnes que je suis sont celles que je recommanderais également à vos spectateurs de suivre, vous y compris. Comme je l'ai dit, il n'y a aucune différence entre les grands médias occidentaux, que ce soit The Guardian ou Fox News, ils sont tous pareils. L'un peut être plus tapageur et l'autre moins, mais ils appartiennent tous à l'Empire. Ils sont tous malhonnêtes. Et je pense qu'après Gaza, cela devrait être évident pour tout le monde. Donc quand ils diabolisent l'Iran et prétendent que l'Iran abat des manifestants pacifiques et tout le reste, c'est mensonge. Si quelqu'un y croit encore après Gaza, c'est qu'il préfère simplement garder les yeux fermés. Dans les jours à venir, ceux qui sont politiquement conscients devraient ignorer les médias occidentaux. L'Occident échouera, les États-Unis échoueront dans cette guerre, le régime israélien échouera dans cette guerre. Ce sera une grande erreur. L'axe de la résistance restera intact et fort, et ce sera un pas en avant vers la libération du peuple palestinien. Revenons maintenant au problème. Le problème, c'est que la classe Epstein affirme qu'Israël devrait dominer la région.
tandis que les Iraniens disent que la Palestine devrait garantir des droits égaux aux Juifs, aux chrétiens et aux musulmans, afin qu'ils puissent vivre pacifiquement côte à côte. C'est une position que les médias et les groupes de réflexion occidentaux jugent scandaleuse et inacceptable. Mais c'est aussi une position que les Iraniens considèrent comme tout le contraire. Alors, Drome Kwejer Morar in Ibrahim. Oui. Et professeur Marandi, je voulais connaître votre réaction. Vous savez, je viens d'y penser. L'Iran a lié sa réponse, sa riposte contre les États-Unis et Israël. Au 7 octobre, il a déclaré que ce serait une guerre régionale. Et je crois, et vous parlez la langue, donc je crois que l'opération s'appelle en anglais quelque chose comme la fin du déluge. Je me demande si vous pourriez réagir à cela, car c'est très significatif sur le plan historique. Ce n'est pas simplement appelé Opération Vraie Promesse 4, même si beaucoup de gens l'appellent ainsi sur les réseaux sociaux. Donc, parlez-nous de cela et de la dimension régionale de la guerre du côté de l'axe de la résistance, car nous avons vu le Yémen entrer dans la mêlée à Saada. Et il y a des rapports selon lesquels, à un moment donné, si la situation l'exige, le Hezbollah pourrait se joindre au conflit. Mais nous savons aussi que l'Irak a été activé dans une certaine mesure. Donc, quelle est votre réaction à cela et à la signification du choix par l'Iran de cette appellation particulière pour sa réponse? Je ne sais pas si ce label ou ce nom a réellement été choisi. J'ai entendu parler de True Promise 4, mais pas de l'autre. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, j'en ai simplement pas entendu parler. Vous savez, j'ai été très occupé ces derniers temps, et il y a certaines choses que je n'ai pas bien suivies. Donc je suis désolé si je ne peux pas vous donner une réponse plus précise. Comme je l'ai dit, j'ai vu des comptes et des médias iraniens sur les réseaux sociaux l'appeler True Promise 4. Je ne sais même pas si c'est le nom officiel, mais c'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Ce qui est important, c'est que le régime Trump échoue et que l'Empire échoue, en reconnaissant qu'il existe un pays sur cette planète qui n'est pas intimidé par les États-Unis, qui ne se mettra pas à genoux, et c'est la République islamique d'Iran. Les menaces directes que nous avons vues au cours des dernières années, surtout ces derniers mois, et particulièrement ces dernières semaines, n'ont suscité aucune crainte parmi la direction iranienne. Les gens ne vivent plus dans la peur aujourd'hui. Nous sommes dans notre droit, et eux sont criminels et maléfiques. Nous nous défendons contre un régime voyou qui devient plus incontrôlable que jamais. Et nous sommes seuls dans ce combat, à l'exception de l'axe de la résistance. Toute la région fait en réalité partie des États-Unis. C'est une constellation dirigée par les Américains. Certains prétendent soutenir le peuple palestinien, mais en réalité, aucun ne le fait. Le fait que les bases américaines soient actives, à l'heure où nous parlons, elles sont pleines de soldats américains, et nous pouvons le constater à travers les missiles solaires qu'ils tirent, montre clairement de quel côté ils se trouvent. Ce ne sera donc pas une guerre facile. Voir les images des jeunes filles mortes suffit, je pense, à nous faire comprendre qu'il y aura beaucoup de morts dans les jours, voire les semaines à venir. Le régime de Washington est complètement immoral, et le régime israélien l'est tout autant. Les journalistes occidentaux, en gros les médias traditionnels, sont les soldats de l'Empire. Donc nous ne nous attendons pas à ce qu'ils disent la vérité. Les choses vont se détériorer pour les États-Unis et pour leurs alliés dans la région, et je pense que cela va accroître la pression sur Trump. Je pense que c'est la fin du régime Trump. D'une manière ou d'une autre, ce sera la fin de sa présidence. Je ne dis pas qu'il sera écarté du pouvoir dans l'immédiat, mais je pense que cela marque la fin de sa présidence.
Eh bien, professeur Marandi, nous avons dit plus tôt qu'il s'agissait d'une entreprise extrêmement impopulaire. Aucun sondage ne montre ne serait-ce qu'une majorité de personnes aux États-Unis la soutenant. Mais même les grands médias occidentaux ont dû, je dois dire, rester très tièdes. Le New York Times, par exemple, a publié un éditorial entier expliquant que Donald Trump faisait preuve d'irresponsabilité et qu'il existait des moyens plus responsables de faire la guerre. Je ne sais pas si c'est censé être une justification ou la voie qu'il suggère. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si je peux simplement ajouter quelques points. Tout d'abord, le New York Times et les autres médias sont complètement hypocrites, car ils ont eux aussi encouragé une attaque contre l'Iran. Je pense que ce qu'ils voulaient, c'était à la fois une attaque et la possibilité d'attaquer Trump afin d'avoir le beurre et l'argent du beurre, puisqu'ils font partie du même régime politique. Ils aimeraient utiliser cette situation comme une occasion d'attaquer Trump. Sinon, nous avons vu de nombreux articles dans le New York Times parlant de renverser l'Iran, d'attaquer l'Iran. Donc ce n'est pas comme s'ils étaient différents. Et le postulat, de toute façon, c'est que l'Iran est mauvais et que les États-Unis sont bons, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Et le New York Times, tout comme Fox News et tous les autres, renforce le récit. La seule différence qu'ils débattent, c'est de savoir s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise politique, pas de savoir si nous sommes les gentils et eux les méchants. Le New York Times, bien sûr, a soutenu le génocide tout ce temps. Personne ne devrait croire qu'il y a ici une position morale. Ils aimeraient affaiblir Trump à cause de leur propre rivalité au sein du camp Epstein. En plus de cela, je pense que l'impopularité de la guerre me rappelle en fait, quand tu as dit ça, ça m'a rappelé le général Soleimani, parce qu'il avait un jour qualifié Trump de joueur. Je pense que Trump sait à quel point la situation est mauvaise pour lui aux États-Unis, à quel point il devient impopulaire et que cela va probablement empirer sans une guerre. Alors il a pris un gros risque. Il a pensé que s'il gagnait cette guerre, s'il écrasait le peuple iranien, massacrait des gens, mais obtenait ce qu'il voulait, ce qui n'arrivera pas, cela pourrait peut-être renverser la situation. Donc il parie sur une sorte de victoire. C'est ainsi que je le vois. Et bien sûr, j'aimerais ajouter que le général Soleimani a également déclaré que nous sommes la nation de l'imam Hussein et que nous ne serons pas intimidés par le régime de Washington. Oui, oui. Et vous savez, professeur Marandi, nous avons des personnes dans le public qui souhaitent vous poser des questions. Tout le monde veut connaître votre opinion sur la prochaine étape que l'Iran pourrait envisager en matière de représailles. Il y a eu des rapports selon lesquels un navire de soutien de la marine américaine aurait déjà été gravement endommagé par la riposte iranienne. Et vous savez, l'ayatollah Ali Khamenei a déclaré que le ciblage d'un porte-avions pourrait être envisagé. Pensez-vous que ce soit possible, surtout si cela dure un certain temps, Israël parlant d'au moins 4 jours? Je ne pense pas que nous puissions croire quoi que ce soit de ce qui sort de la bouche des États-Unis ou d'Israël. Trump en parlait comme d'une opération à plus long terme, pas simplement d'une action ponctuelle de 1 ou 2 jours. Alors, que pensez-vous de tout cela? Eh bien, comme je l'ai dit, l'Iran a encore beaucoup de ressources et je pense que nous en verrons davantage dans les jours à venir. Les Iraniens ne montrent pas encore toutes leurs capacités. Ce que nous voyons en ce moment, ce sont des frappes avec des missiles de moyenne et longue portée, des drones qui ont tous 10 ou 15 ans. Mais dans les heures et les jours à venir, je pense que vous verrez l'Iran révéler des capacités plus importantes. Encore une fois, les États-Unis et le régime israélien font autoritaire mais ils ne gagnent pas cette guerre.
Yeah, I know you have a very busy schedule, so maybe we Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé. Donc peut-être pourrions-nous bientôt conclure, juste encore quelques questions finales. Premièrement, que pensez-vous de ce que vous avez mentionné à propos de la région, à savoir que tous ces États du Golfe, ces monarchies arabes, etc., qui accueillent des bases américaines, tiennent un double discours en ce qui concerne l'interdiction d'une attaque? Eh bien, je crois que l'Arabie saoudite a maintenant déclaré qu'elle allait collaborer pleinement avec les États-Unis contre l'Iran. Il y a eu des rapports indiquant que des bases américaines en Arabie saoudite ont été prises pour cible. Que pensez-vous de cette évolution? Et peut-être pourriez-vous aussi parler davantage du tableau régional plus large. Nous avons évoqué la résistance de l'État islamique, ces États clients des États-Unis et d'Israël. Mais cela aura des répercussions mondiales. Donc peut-être pourrions-nous conclure sur ces deux points. So maybe we can close on both of these points. Eh bien, l'Arabie saoudite et les Émirats sont pleinement complices, tout comme les autres. Les États-Unis utilisent l'Arabie saoudite pour frapper l'Iran. Une grande partie de leurs avions y sont basés. Le régime saoudien n'a donc rien à reprocher. S'ils s'impliquent dans un conflit avec l'Iran, ils perdront à coup sûr. Ils n'ont pas été capables de mener une guerre malgré le plein soutien de l'Occident. Ils n'ont même pas réussi à vaincre Ansar Allah. Et finalement, lorsque Ansar Allah a commencé à détruire leurs installations pétrolières, ils ont accepté un cessez-le-feu. Nous nous en souvenons tous. Ainsi, aucune de ces dictatures familiales du Golfe Persique n'est fondamentalement stable ou puissante. La chose la plus intelligente à faire pour elles serait de dire aux Américains de partir. Lorsque leurs bases sont utilisées, que des avions de chasse décollent et que des avions transportant du carburant pour ces chasseurs partent de ces bases, ils ne sont pas en position de se plaindre de quoi que ce soit que fasse l'Iran. L'Iran continuera de frapper tant qu'il se sentira menacé et il frappera partout où il jugera nécessaire de le faire. Tous les intérêts américains dans la région sont des cibles légitimes, chacun d'entre eux. C'est ainsi que les Iraniens le perçoivent et c'est ainsi qu'ils agiront. Les jours à venir seront sombres et de nombreuses personnes innocentes mourront, mais les Iraniens veilleront à aller jusqu'au bout. Ceux en Occident qui ont soutenu des politiques anti-iraniennes devraient regarder ces petites filles massacrées dans leur école primaire et réfléchir à leur comportement. Oui. Et enfin, professeur Marandi, je pense que c'est là le point, la boucle est bouclée. Nous sommes face à des crimes de guerre absolument odieux, génocidaires. Tout cela est lié à ce qui se passe et à ce qui s'est passé pour les Palestiniens. Maintenant, avec cette guerre contre l'Iran, nous voyons que les victimes sont essentiellement liées, voire le reflet les unes des autres. Et puis bien sûr, il y a cette explosion plus vaste qui pourrait découler de la guerre, dont tous les médias occidentaux grand public, et en réalité, tous les économistes et investisseurs, disent qu'elle aura un impact mondial lourd sur la situation économique. Vos dernières réflexions à ce sujet, alors que nous concluons ici. Oh oui, la situation économique mondiale est terrible. Elle est déjà très mauvaise et elle se dégrade. Nous le savons tous. Mais cela va aggraver les choses bien davantage. Selon le comportement du régime de Washington et de son acolyte à Tel Aviv, la situation pourrait devenir bien pire. Les Iraniens n'auront aucune difficulté à fermer le détroit d'Ormuz et l'Iran n'aura aucune difficulté à détruire des pétroliers, des installations pétrolières et des infrastructures gazières. Cela signifierait que même si la guerre se termine et que le détroit d'Ormuz est rouvert, il faudra des années pour revenir à la situation d'avant. Les Américains devraient donc réfléchir à deux fois au sujet du régime de Washington, à propos de leur folie, sans même parler de leur immoralité. Mais quand les choses se dégraderont,
Même les partisans de MAGA, qui sont totalement immoraux et soutiennent Trump malgré Epstein et tout le reste, même eux, lorsque l'économie s'effondrera, se retourneront contre lui. Yeah, well, everybody, I want to make sure, I hope Oui. that you all, Eh bien, tout le monde, thank, je veux m'assurer, Professor j'espère Marandi que vous and pourrez tous his remercier team le professeur Marandi. brave and as Je veux well dire, as, il fait quelque chose d'incroyablement spend courageux, so much of en his plus de time, consacrer especially autant during de son temps, Ramadan. surtout Everyone pendant should le Ramadan. remember that the US and Il faut que Israel tout le monde se took souvienne on que les États-Unis et during Israël Ramadan ont and frappé that l'Iran they hier, also did so, pendant le as Ramadan, Marandi says, et qu'ils l'ont fait they aussi, said, comme l'a dit le during professeur school Marandi, hours and pendant les heures de literally classe, targeted en visant schools. littéralement des écoles. So this is Donc c'est absolument, absolutely, I mean, we're je veux dire, seeing, on voit le masque, if there s'il ever y en a was jamais eu one, un, and if there complètement was a arraché. massive Et professeur vaccine Marandi, je tiens à vous remercier across énormément d'avoir été and avec moi Professor aujourd'hui, Marandi, I wanna surtout thank you en so ce much. moment. We'll head out Et bien together, sûr, je suis sûr de parler au nom de tout le monde, en disant que nous espérons que vous resterez en sécurité et que nous apprécions tout ce que vous faites. we hope that you remain safe and that we appreciate everything that you do. Thank you, Danny, and I thank all of your viewers. Merci, Danny. Et je remercie tous vos téléspectateurs et j'espère qu'ils feront tout ce qu'il faut faire. J'ai plaidé pour que partout dans le monde, les personnes politiquement actives boycottent tout ce qui est américain, israélien et bien sûr occidental autant que possible. Les gens devraient manifester partout où ils le peuvent et j'espère que nous verrons des jours meilleurs à venir. Beaucoup mourront, mais pour ceux qui survivront après cette guerre, je pense que les choses seront bien plus difficiles pour l'Empire, et c'est une bonne chose pour l'humanité. Indeed. Well, everybody, I'm actually back En effet. in 3 hours Eh bien, with our tout le monde, je reviens dans 3 heures avec nos amis communs, Rachel Blevins et KG No, ce qui avait été prévu avant cette guerre d'agression absolument criminelle contre l'Iran. Alors, rejoignez-nous dans environ 3 heures, à 14 heures, heure de la côte Est. Vous pouvez déjà trouver cela sur la page. Cliquez sur le bouton « J'aime » avant de partir, afin que ma conversation avec le professeur Marandi, ainsi que celle avec Elijah Magnier, soit mieux référencée par l'algorithme. On va partir ensemble, tout le monde. À tout à l'heure. Au revoir. Together, everybody. See you in a couple hours. Bye-bye.